Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres sommaires de ce journal. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, élevée au rang de la dignité de grand officier de l'Ordre national, une distinction pour avoir participé aux côtés de son époux, feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, au rayonnement du pays à travers le monde. 18 octobre 1905, 18 octobre 2022, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, aurait eu 117 ans ce jour. L'anniversaire de naissance du père de la nation ivoirienne célébré au cours de messes et de colloques à Yamoussoukro et Abidjan. L'œuvre d'intégrité du père fondateur a été étudiée. Le vice-président de la République a accordé ce jour une audience au président du Fonds international de développement agricole, Alvaro Lario, au palais présidentiel. Au menu des discussions, l'appui du fonds dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Bienvenue dans ce 23h. Nous nous souvenons ce jour de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, né en 1905. Il aurait eu ce 18 octobre 117 ans, un anniversaire célébré sous des angles religieux mais aussi politiques. La reconnaissance à titre posthume de son œuvre est matérialisée par la remise de la médaille de Saint-Aubin de première classe à titre posthume et à son excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny. Et dans cet élan de reconnaissance, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse du premier président de la Côte d'Ivoire, a été distinguée par la grande chancellerie, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. À 92 ans, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été élevée au rang de la dignité de grand officier de l'Ordre national. La Côte d'Ivoire se souvient que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a participé aux côtés de son époux Félix Houphouët-Boigny au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Cette cérémonie de décoration a enregistré la présence de l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ainsi que celle des membres du gouvernement et la présence de l'ex-président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, et la présence également de l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo. Je vous le disais tantôt, les 117 ans du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, ont été marqués par des messes, des prières qui ont été dites. Et voyons cette célébration religieuse à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est avec le commentaire de Éric Corret. Cela fait 117 ans que naquit le père de la nation ivoirienne. Cette date du 18 octobre 2022 ne pouvait passer inaperçue. Les enfants biologiques, spirituels et les héritiers politiques présents, assis côte à côte et unis dans le recueillement pour la même cause. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme du défunt en cette date anniversaire de sa naissance. Tout a été mis de côté. Idéologie politique, opinion personnelle, divergence d'idées n'avaient pas leur place. Le PDCI, avec à sa tête le président Henri Konan Bédié, était entouré de ses lieutenants les plus fidèles. Je suis fier à chaque fois que je vois que les Ivoiriens se rappellent ce que son Excellence Félix Houphouët-Boigny a été pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui y vivent et qui y ont leurs intérêts. Son Excellence le cardinal nous rappelait que le président Houphouët-Boigny voulait que la paix soit la deuxième religion des Ivoiriens. Et également présents les membres du directoire du RHDP, avec à leur tête le président du directoire, Gilbert Kafana Koné, le ministre d'État. Représentait à cette messe le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le plus grand hommage à lui rendre, c'est celui de continuer son œuvre. Et c'est à cela que s'attelle tous les jours le président Alassane Ouattara pour construire dans la paix la Côte d'Ivoire émergente. Il a placé les enfants de Côte d'Ivoire au cœur de sa politique quand il parle de la Côte d'Ivoire solidaire. C'est le cardinal Coutouan Jean-Pierre qui a célébré cette messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau.
Et Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, cette 117e commémoration est l'occasion de faire vivre la mémoire de Félix Houphouët-Boigny par ses œuvres pour l'intégration. Nous en parlons dans ce reportage de Léon Brun. Feu le président Félix Houphouët-Boigny, lui aussi médecin, élevé aux cieux, comme Saint Luc, médecin et apôtre du Christ, que l'Église catholique célèbre ce 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du Père de la nation ivoirienne. La cathédrale Saint-Augustin rappelle la bonté, le partage, la solidarité, la paix, le développement, identité du bélier de Yamoussoukro. Mot parfait, don de la personne aux autres. Combat contre la pauvreté. Décédé en 1993, Félix Houphouët-Boigny aurait totalisé 117 ans ce 18 octobre 2022. Mais le Père de la Nation, toujours vivant, par sa bonté envers l'humanité selon les célébrants de cette messe. En la fondation qui porte son nom, colloque sur le thème « Intégration africaine » de la vision des pères des indépendances à l'actualité d'un projet. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, les universités Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara examinent avec l'Institut universitaire Saint-Jean-Paul II de Yamoussoukro, l'association des philosophes et l'ex-ministre de l'Intégration et actuel ministre-gouverneur du district des montagnes, la dimension d'intégration de Félix Houphouët-Boigny. Sur cette question cruciale pour le développement et le futur africain, nous voudrions souligner la contribution du président Houphouët-Boigny du point de vue de la méthode et de la pratique. Du point de vue de la méthode, c'est sa conception d'une évolution qui conduirait des intégrations nationales à l'intégration régionale puis continentale en empruntant l'étape économique. L'angle politique qui consolide à partir des regroupements régionaux qu'il s'agira de renforcer pour aller vers un bloc Afrique, interlocuteur d'égal à égal avec ce qu'on présente aujourd'hui comme des puissances. 3 jours pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et ses partenaires pour mettre au goût du jour l'intégration des peuples et des nations telle qu'impulsée par Félix Houphouët-Boigny. Mais avant, échanges et réflexions en panel et en plénière. Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi une vision pour la Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, il a bâti le premier établissement scolaire d'excellence du pays, avec pour objectif de créer un pôle d'excellence pour la formation des meilleurs élèves. Aujourd'hui, le lycée, ouvert en 1975, école de prestige à 47 ans, et il est la matérialisation de l'excellence selon la vision du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et les anciens élèves se souviennent. On le voit dans ce reportage de Serge Coléa. L'histoire du lycée scientifique ressemble un peu à un conte de fées. C'est ce lycée qui m'a fait. Pourquoi ? Parce que étant né d'une famille modeste, de Korogo, j'aurais jamais pu aller en France. Peu importe l'endroit où on est dans le pays, on a tous ce rêve de pouvoir intégrer le lycée scientifique. Il était au cœur de la vision du président Houphouët-Boigny à l'époque. Tous ceux qui y sont allés à cette époque-là et qui avaient réussi à faire tout le parcours étaient considérés comme des gens à part. Des gamins brillants, des élèves au-dessus de la moyenne, sélectionnés rigoureusement à travers tout le pays. Moi, j'avais étudié pendant tout mon cursus jusqu'en 3e à la lampe tempête. Arrivé au lycée scientifique, c'est donc la première fois que j'utilisais la lumière de l'électricité pour étudier. Et c'est forcément quelque chose d'extrêmement marquant pour quelqu'un qui venait des conditions sociales d'où je venais. Moi, je fais partie de la 6e promotion que nous avons appelée la promotion dorée parce que nous avons été les premiers à faire 100% au baccalauréat en 1983. Regrouper les 322 000 km² de Côte d'Ivoire sur 50 hectares. Voici le rêve d'Houphouët, c'est-à-dire que prendre des Ivoiriens venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, simplement sur la base du mérite, et en faire des jeunes qui vont contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Une vision futuriste qui prend date en 1975 avec la première promotion. Depuis, des générations entières d'élèves doués ou surdoués se sont succédés dans le premier établissement d'excellence de Côte d'Ivoire. C'est à un niveau
élevé par rapport à la moyenne des élèves ivoiriens, mais il y avait une hiérarchie aussi entre les élèves du lycée. Il y en avait qui étaient de véritables génies. Moi, je n'étais pas manchot, d'accord, mais il y en avait... La première fois de ma vie où j'ai fait face à quelqu'un qui était premier de la classe dans une classe où moi j'étais avec un écart conséquent, c'est quand je suis arrivé en seconde au lycée. Au premier devoir de mathématiques, en ce qui me concerne, j'ai eu, si je ne m'abuse, 9. Quelqu'un qui avait des 16 de moyenne, 17 de moyenne en mathématiques dans son collège d'origine. Donc, premier devoir, il a 9. Il ne comprend rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, etc. etc. Donc, la prochaine fois, il faut que je redouble d'efforts pour pouvoir remonter la pente. Je vous assure, au prochain devoir, j'ai eu 6. Dans un environnement où se côtoient les cracks, il faut pouvoir maintenir le cap. La première question qui vient à l'esprit, tu as été le premier durant 4 ans, de la 6e à la 3e, pour certains même depuis le CP1. Est-ce que tu pourras vraiment, maintenir ce cap-là? Mais là-bas, comme on le dit, le génie devient homme. Voilà, le fait de pouvoir passer de son cap, de tomber son piédestal, ça t'apprend la valeur d'humilité. Je me souviens encore, en 6e, on avait une réunion avec le censeur de l'époque, qui était M. Beugnon, français, qui nous rassemblait tous. Et il avait ce discours qu'il disait, non, que vous venez de partout, vous êtes censés être les meilleurs de partout. Mais c'est ici qu'on verra la vérité, parce qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il y avait une certitude. Quand vous allez dans notre salle d'examen, on avait une salle qu'on appelait l'abattoir. C'est une très grande salle. Tout le monde s'est réuni là-bas pour aller composer. Et vous êtes tous, c'est très impressionnant, vous êtes nombreux dans la salle. Et vous êtes sûr d'une chose, la composition qu'on va vous donner, l'examen qu'on va vous donner, c'est pas ce que vous avez vu en classe. Parce que l'excellence, ça demande d'aller au-delà de ce qu'on vous donne. Le docteur Angèle Diédié fait partie de la première promotion des filles admises au lycée scientifique de Yamoussoukro. C'était une expérience voulue par le président fondateur Félix Houphouët-Boigny qui avait, vous savez, dans sa grande sagesse, compris que l'excellence en sciences n'était pas réservée qu'aux hommes. Nous étions une promotion pilote. Si nous réussissions à rester au lycée jusqu'en première, l'idée se poursuivait. Si nous ne réussissons pas, on arrêtait d'emmener les filles au lycée scientifique de Yamoussoukro. La première chose qui nous a touchés, c'était déjà l'architecture du lycée. C'était vraiment un joyau au milieu de Yamoussoukro. Et puis la deuxième chose qui nous a marqué, c'était l'accueil que nous ont réservé, bien évidemment, ces jeunes gens qui étaient là-bas entre eux garçons, qui voyaient arriver comme ça 54 filles. C'était des chahuts, des défis qu'on devait relever. Et j'avoue qu'aujourd'hui, on a envie de leur dire merci parce que ça nous a permis de montrer ce dont nous étions capables. Les enfants d'Houphouët-Boigny, comme on les appelait, étaient le fleuron de l'excellence. Nous étions sa fierté. Il venait nous présenter à ses pairs présidents. Et à leur accueil, le président pouvait appeler un des élèves à qui il demandait tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as eu combien de moyenne? Et ainsi de suite, devant le président lui-même. Et quelquefois également à Noël, on ne voulait pas venir en congé parce que le président Houphouët-Boigny, il allait nous visiter à minuit pour nous envoyer nos cadeaux. On était gâtés. Le président Félix Houphouët-Boigny, ça a été notre papa, notre pépé. Et à la fin de la promotion, arrivé en terminale, notre parrain de promotion. Mais il a vraiment mis tout en œuvre pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour relever ce défi qui s'était lancé, je crois, à lui-même déjà aussi. Les anciens du lycée scientifique, pour la plupart, n'ont pas trahi les espoirs du président Houphouët. Ils sont aujourd'hui de hauts cadres dans l'administration publique ou privée. Je peux vous dire que ça a été une expérience remarquable qui a impacté positivement, donc bien évidemment, la suite de ma carrière. Et suite à mon diplôme de l'ESCA, je suis rentré en cabinet d'audit financier international. J'ai travaillé jusqu'en 2001 à peu près, avant de commencer mes études ecclésiastiques. Ma formation au lycée scientifique a contribué aussi d'une certaine façon à découvrir cette vocation, à l'appel à la sainteté. Si on peut dire la sainteté, c'est l'excellence dans la vie chrétienne. J'ai eu la chance d'avoir été appelé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, à l'époque, il était secrétaire général de la présidence en 2017, quand il m'a demandé de le rejoindre en tant que son directeur de cabinet. Et le président
nous avons renouvelé encore sa confiance en l'envoyant à la primature. Et je l'ai suivi ici à la primature pour travailler notamment sur le développement du secteur privé. Je le dis toujours, avec le quotient intellectuel que modestement j'avais, si je n'avais pas fait le lycée scientifique, j'aurais été aigri. Si je n'avais pas fait l'ENSTP, j'aurais été aigri. Et j'ai pris l'engagement. Quand je suis sorti de l'école, j'ai pris l'engagement de servir mon pays. 47 ans après la première promotion, le lycée scientifique a perdu de sa splendeur. L'école a pris certes un coup de vieux, mais demeure encore cet établissement de prestige où l'excellence est une tradition. Un programme de réhabilitation est en cours. Voilà, c'était un focus sur le lycée scientifique de Yamoussoukro, fruit de la vision d'excellence de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et intemporel modèle d'excellence pour la Côte d'Ivoire et également pour l'Afrique. Nous poursuivons avec cette audience au palais présidentiel. Le vice-président de la République recevait ce jour le président du Fonds international de développement agricole. L'entretien a permis d'évoquer les questions liées à la sécurité alimentaire, la mobilisation de fonds pour l'adaptation au changement climatique, aux opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur agricole et également à l'appui du secteur privé aux producteurs de cacao et de café. Nous en parlons dans ce reportage de Viviane Aïma. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, est une structure financière spécialisée des Nations unies pour le financement des projets agricoles des États. Son nouveau président, l'Espagnol Álvaro Larrio, aux commandes de cette structure financière depuis le début de ce mois d'octobre 2022, est en visite à Abidjan, où il a eu une rencontre ce mardi 18 octobre avec le vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié. Au menu des échanges, le financement de programmes agricoles initiés par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé de la sécurité alimentaire à ces moments de crise, de la mobilisation de fonds pour l'adaptation au changement climatique. Et moi-même, je veux aller au terrain, au nord du pays, pour voir le projet qu'on a à la région du Goro. C'est important que le FIDA et le gouvernement on travaille ensemble pour assurer qu'il y a des opportunités pour les jeunes de travailler dans l'agriculture. Et ça, pour faire ça, on doit travailler avec des techniques qui rendent compte de la technologie, par exemple, et qui offrent des solutions et d'emplois pour eux-mêmes. Et en même temps, on peut aussi étudier comment on peut mobiliser le secteur privé pour le cacao, pour le café. Le FIDA est créé depuis 1977. Depuis 1984, il apporte son appui au financement du développement agricole ivoirien. L'actualité à l'Assemblée nationale, c'est l'adoption de 2 projets de loi ce jour, des textes présentés par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, des textes portant régime juridique de la presse qui prend en compte les nouveaux modes de diffusion et d'information numérique et le projet de loi modifiant la loi portant régime juridique de la presse, la communication pour une meilleure régulation du secteur audiovisuel, le développement de Moussa Konaté. Le projet de loi modifiant la loi de décembre 2017 portant régime juridique de la presse prévoit dans son article 26 nouveau que le directeur de publication doit être journaliste professionnel de nationalité ivoirienne. Il doit avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, attestée par une détention de 5 cartes de journaliste professionnel. Le texte présenté aux députés en commission par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique est adopté. Les journalistes ont souhaité que les directeurs de publication soient issus du secteur de la presse et pour cela, la proposition de dire qu'il fallait avoir 10 ans d'expérience dans le secteur de la presse afin de pouvoir prétendre au poste de directeur de publication. Mais dans l'application, il s'est trouvé qu'il était difficile de prouver ces 10 années d'expérience. Donc la proposition qui a été faite, par exemple, a été de ramener ces 10 années à 5 années d'expérience et plutôt que ce soit 10 années consécutives telles que c'était perçu, c'est 5 ans mais cumulatifs. Donc si dans votre carrière professionnelle, mettons que vous avez 20 ans d'exercice
d'expérience professionnelle, mais que dans ces 20 années, vous avez 5 années d'expérience professionnelle en tant que journaliste professionnel, vous pouvez prétendre donc à la fonction de directeur de publication. Autre texte examiné par les députés ce jour, le projet de loi modifiant la loi de décembre 2017 portant un régime juridique de la communication audiovisuelle. Il permet une régulation efficace du secteur de l'audiovisuel et prend en compte les sites Internet. Il s'agit avant tout d'inviter tous ceux qui interagissent sur Internet à respecter un minimum de règles. Il existe une autorité de régulation. Ce que nous avons fait, c'est d'étendre le champ de compétences de cette autorité de régulation à Internet de façon à pouvoir réguler aussi les publications qui sont faites sur Internet de façon générale. Il est vrai que pour faciliter donc le travail de l'autorité de régulation, nous avons fait la proposition que ce soit à partir de 50 000 followers que l'on puisse estimer que nous ne sommes plus dans une conversation privée, mais les honorables députés, vu l'urgence, vu les dérives que nous avons constatées, qui parfois ont impacté les fondements même de notre société, ont estimé que ce chiffre pouvait être ramené à 25 000. Nous les avons suivis. Le projet de loi modifiant la loi de décembre 2017 portant un régime juridique de la communication audiovisuelle est adopté par la majorité des députés présents. Un événement sur la sécurité frontalière, il s'agit de la première édition d'Abidjan Border Forum ou encore le Forum des frontières d'Abidjan. Ce forum s'est ouvert ce jour et prendra fin le 20 octobre prochain. Il se tient sous le thème Frontières et sécurité collective. L'objectif, c'est de réunir les acteurs et partenaires techniques et financiers en lien avec la gestion des frontières en vue d'adresser et de revisiter les problématiques liées à la gouvernance des frontières et d'y créer une synergie d'action. Le développement dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. Abidjan Border Forum ou encore le Forum des frontières d'Abidjan, un cadre d'échange et de partage d'expériences sur la question de la gestion des frontières. Cette première édition placée sur le thème Frontières et sécurité collective est une initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI. Nous utilisons des technologies comme la technologie drone qui permet la surveillance des entrées aux frontières. Et aussi, nous avons d'autres outils que nous allons mettre à la disposition du CNCF. Donc il a paru important pour la Commission nationale des frontières de réunir tous les acteurs de l'écosystème pour partager les connaissances et trouver des solutions innovantes. Ce rendez-vous réunit des délégations de plusieurs pays. Pour cette édition, le Bénin est choisi comme pays invité. Seul le Bénin a opté pour une gestion intégrée des espaces frontaliers. Le gouvernement a confié à l'agence la mission de faire des zones frontalières de véritables espaces de défi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et représentant du Premier ministre, Patrick Achi, est revenu sur l'importance de la mise en place de cette biennale qui vise à transformer les frontières en espaces de paix, de sécurité, d'intégration et de développement socio-économique. Aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest est confrontée au phénomène du terrorisme. C'est l'ensemble des pays qui parviendront à faire face à cette situation. Donc il est clair que très certainement le gouvernement accompagnera mieux la politique de gestion des frontières. Lancé le 30 juin dernier, Abidjan Border Forum est initié avec la collaboration du programme d'appui de l'Allemagne au programme Frontières de l'Union africaine et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ. Au menu de cet événement, des expositions et animations de stands, des panels, des rencontres B2B, des communications et des distinctions. Et à présent, le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 18 octobre 2022, 29 nouveaux cas sont annoncés. Également, 20 nouvelles guérisons. Et à cette date, il reste encore dans le pays 64 cas actifs. Et nous comptons au moins 20 487 359 doses de vaccins administrées dans le cadre de la campagne de vaccination anti-Covid depuis le 1er mars 2021 dans le pays.
Parlons d'agriculture. Dans la filière EVEA, les acteurs de la filière ont échangé avec les experts du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. L'atelier de restitution et de validation des missions d'enquête réalisées au cours de la période allant du 1er juillet au 19 août 2022 dans 9 régions. Le but de ces rencontres, c'était d'identifier les contraintes majeures de cette filière et également les causes et recueillir les préoccupations des acteurs de cette filière. Le développement de Jean-Luc Bambo. Au terme de 2 jours de réflexion, la rencontre de San Pedro sonne pour les acteurs de la filière EVEA comme celle de l'espoir. Les échanges avec les experts du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PC7, ont permis de mettre à nu les préoccupations et les défis au niveau de la production, la transformation et de la commercialisation de la filière. Depuis que je suis dans la plantation, c'est une première fois. Merci au président de la République et nous sommes en mesure de pouvoir bien travailler mieux qu'avant. Merci au P7 qui nous offre l'occasion de rentrer en nous-mêmes pour nous poser des questions, regarder nos difficultés, nos contraintes et de façon concertée. Dès le jour du lancement du projet, j'ai été parfaitement convaincu de la pertinence de ce projet. J'ai apprécié votre méthode, une méthode participative. Avec plus de 160 000 producteurs, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de caoutchouc en Afrique et le 4e au plan mondial. La Côte d'Ivoire, qui a réussi un premier défi avec la première transformation de 80% de ce caoutchouc naturel, veut désormais passer le cap de la 2e transformation. Nous pouvons d'abord regarder dans le cadre de la ZLECAf, les grands pays africains qui font de la production automobile, comment nous pouvons ensemble avoir donc des synergies pour que des pneus soient fabriqués donc en Côte d'Ivoire. On peut aussi fabriquer des pneus pour les trains d'atterrissage des avions. Mais en plus de ces industries, il y a des industries beaucoup plus légères où nous pouvons utiliser donc notre caoutchouc naturel. À l'instar de la filière EVEA, le palmier à huile, la mangue, le karité ont été passés en revue ces dernières semaines par les experts du PC7. La filière ananas sera également diagnostiquée dans les prochains jours. À travers ces rencontres avec les acteurs du secteur agro-industriel, le PC7, financé par la Banque mondiale, veut contribuer à la création de nombreux emplois et améliorer la production des cultures de rente. Et nous prenons à présent la direction du nord du pays, dans la région du Poro, dans le département de Mbengue, à Katogo, la sous-préfecture donc du département de Mbengue, où une nouvelle mosquée a été inaugurée. Elle a une capacité estimée de 800 fidèles. Le coût de la réalisation de cet édifice religieux est estimé à 50 millions de francs CFA, selon ce reportage de Nous Sangaré par se reconnaît. Aboudraman est fils de Katogo, localité située dans le département de Mbengue. Il prendra part pour la première fois à une prière de vendredi dans la nouvelle mosquée du village. Une mosquée d'une capacité d'accueil d'environ 800 personnes, beaucoup plus grande que celle de l'ancien édifice. L'ancienne mosquée peut prendre au moins une capacité de 20 à 30 personnes. Tout le monde ne pouvait pas accéder à la mosquée, la majorité s'asseyait dehors. Vraiment, nous remercions tout le monde, tous les participants, tous les contribuables, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. Nous remercions tout le monde. La nouvelle mosquée est équipée d'appareils de sonorisation, de tapis de prière, de ventilateurs et d'un forage pour les besoins en eau. Son coût, environ 50 millions de francs CFA. La réalisation de cet édifice religieux est l'œuvre des filles et fils du village ainsi que des personnes de bonne volonté. Une mosquée est faite pour rassembler les musulmans, les fidèles musulmans, et attirer vers l'islam avec le comportement des musulmans. Et l'édifice est fait aussi pour l'éducation des enfants et même des grandes personnes. Il y a beaucoup de mosquées. En tout cas, il y aura d'entente. Il y aura aussi l'amour de Dieu. Il y aura aussi l'amour de nous-mêmes. Mais s'il n'y a pas de mosquée, ça ne peut pas aller. Cette mosquée a été inaugurée
en présence des émissaires du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les représentants du guide suprême de la communauté musulmane ont aussi procédé à l'investiture de l'imam principal de la mosquée. El Hadj Lanzeni Fofana aura la tâche de diriger la communauté musulmane des 14 villages de la sous-préfecture de Katogo. Et un nouvel épisode dans le pèlerinage en Israël. Et cette fois, Ami Koulibaly et Clément Bocco nous mènent dans les rues de la Galilée pour une visite de la maison de Pierre et du lac de Tibériade. On regarde. Baptême dans le Jourdain en Galilée, en Israël. C'est dans le Jourdain que Jean a baptisé Jésus et de nombreuses personnes. Chaque année, le Jourdain fait partie des passages obligés des pèlerins du monde entier. Très heureux d'être vraiment dans ce Jourdain-là. J'en ai entendu parler dans la Bible et le fouler aujourd'hui est une véritable joie pour moi. Et je bénis le Seigneur parce que comme Naaman, j'ai plongé 7 fois dans ce Jourdain parce que je sais que Dieu, en sortant de cette eau-là, je suis purifié de tout ce qui est œuvre des démons, œuvre des sorciers. Tout cela est fini au nom de Jésus-Christ et un nouveau départ commence à partir de maintenant. S'il y a maladie dans mon corps, que tout cela parte avec je puisse le monsieur qui s'est lavé 7 fois, il a obtenu la guérison. Une autre eau attire les pèlerins, la mer Morte en Cisjordanie. Il n'y a aucune vie dans cette mer à cause de sa forte teneur en sel, 20%. C'est de là qu'elle tire son nom. Selon des sources, la mer Morte possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Certains se badigeonnent le corps de sa boue et d'autres se baignent dans cette eau extrêmement salée qui les fait flotter. Nous avons entendu parler de la mer Morte, des bienfaits de la mer Morte. Voilà, au niveau thérapeutique déjà, il y a des vertus. Et nous croyons qu'il aura des effets, bien sûr, sur notre corps, mais également au niveau spirituel. Après la baignade, les pèlerins doivent regagner leur hôtel. D'autres journées chargées de symboles les attendent. La visite des villes de Jéricho, Bethléem et Jérusalem, la ville sainte. L'actualité en Hexagone, la France paralysée ce mardi par une grève interprofessionnelle pour une hausse des salaires contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. Près de 150 points de rassemblement étaient prévus en France ce jour. Selon les syndicats, 2 cortèges devaient défiler dans les rues de la capitale. Il a été dénombré 107 000 manifestants par le ministère français de l'Intérieur et près de 300 000 selon la CGT, la Confédération Générale du Travail. De la fonction publique à l'énergie en passant par les transports publics, de nombreux secteurs ont répondu à l'appel des syndicats. Des perturbations ont été observées dans les transports en commun, dans l'industrie pétrolière, d'où est parti le conflit fin septembre. Et la grève devrait se poursuivre chez Total Énergie, dans les équipes de raffinage et dans les dépôts de carburant. Nous achevons ici ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTIA.